de la séance du 2 juillet. Donc je considère que le compte rendu est approuvé. Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux arrêtés qu'on vous a fait parvenir? Oui. Alors, la première question, par rapport à la société d'assurance, est-ce qu'il y a eu un appel d'offres ou alors on fait les choses? Alors là, il s'agit en fait dans les arrêtés, alors il doit y en avoir deux. Là, on est sur une année en cours. Et en fait, le premier arrêté, c'est la suppression d'un véhicule qui a été détruit, remis à... Et le deuxième arrêté, qui est du 5 août, c'est l'adjonction d'un véhicule qui est un Jumpy qui est arrivé. Donc en cours d'année, chaque fois qu'il y a modification du parc de la commune, on modifie par arrêté en substance le parc. Ça peut être vrai aussi pour, je sais pas, c'est un bâtiment qu'on aurait à assurer ou des choses comme ça, en plus ou en moins. Hein. Donc là, c'est des adjonctions pendant la durée du marché lui-même, c'est des adjonctions de véhicules ou des suppressions de véhicules. Voilà. Ça porte chaque fois sur des petites sommes qui sont identiques à celles mentionnées dans le contrat. D'un côté, on peut supprimer un véhicule qui était assuré avec une valeur de 600 €, puis de l'autre côté, en rajouter un qui est à 900 €, ou au contraire, en fonction de la taille des véhicules. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les arrêtés? Oui. Ah, c'est oui, parce que oui au téléphone, c'est pas oui. Bon, ok. Alors, je souhaiterais demander si vous seriez d'accord pour qu'on rajoute à l'ordre du jour en questions diverses une acquisition foncière. Parce qu'il se trouve qu'on n'avait pas la réponse définitive des propriétaires. Il s'agit d'un terrain, le terrain 3 en centre-ville, mais à ce moment-là, on le présentera. Et ça nous est arrivé ce début de semaine. Donc ça nous irait bien si vous m'autorisiez à le mettre en délibération. On a remarqué, monsieur le maire, que vous nous faisiez souvent un coup des nouveaux points à l'ordre du jour. C'est quand même assez fréquent. Donc quand ça arrive une fois de temps en temps, on peut le concevoir. Quand c'est de façon quasi systématique, c'est un peu plus long. Alors, je risque de vous le demander, malheureusement, même si ça ne vous fait pas plaisir, assez systématiquement, parce que comme on a des conseils à 8 jours ou 10 jours de conseil, tout ce qu'on a, on est clair, mais si vous voulez... Moi, je peux vous donner le courrier... Vous être informé en temps réel, quoi. Mais je comprends bien. Vous nous informez 24 heures ou 48 heures avant, on peut déjà se déterminer un peu plus. Alors ça, on pourrait éventuellement diffuser en dernière minute. Parce que là, très clairement, par exemple, je peux vous montrer le courrier de la famille 3, pour être clair. Il a dû nous être remis lundi ou mardi, je ne sais plus. Enfin, il faudrait le regarder et le dater. Alors, je ne me permets pas de mettre en question diverses, mais c'est mon appréciation. Donc ça peut ne pas être la vôtre. Je ne me permets pas de mettre des points qui me semblent conflictuels, si je peux me permettre d'exprimer ainsi. C'est-à-dire, j'essaie de mettre des choses neutres qui permettent d'avancer. Voilà. Alors, là en l'occurrence, il s'agit d'un terrain rue des Allières, une acquisition, une estimation des domaines, et la famille a mis plusieurs mois avant de nous confirmer son accord sur le prix des domaines. Je trouve qu'elle l'a confirmé ce début de semaine, donc moi, ça nous arrange administrativement de le passer cette fois. C'est pas non plus un drame si on passe au prochain conseil. Ça fera attendre un peu la famille sur le processus de vente, mais pour nous, c'est pas parce qu'on l'aurait un mois plus tard qu'on sera malheureux le terrain. Voilà. Alors, je ne sais pas. Je vous repose la question. Est-ce que vous m'autorisez à soumettre ces points à l'ordre du jour? Sur le principe, on est d'accord. Simplement, ce qu'on aimerait, c'est être informé les fois prochaines, puisque c'est amené à se reproduire a priori assez souvent, si le cas devait se reproduire. Alors, je vous propose, quand on aura un point à mettre à l'ordre du jour, si c'est pas la veille, mais qu'on fasse un petit mail à chacun en disant en substance ce que ça pourrait être. Hein, voilà. Voilà, sur la forme. Ok, donc auquel cas on passera en questions diverses. Bienvenue à Pauline. Et à Sébastien. Bon, c'est un conseil de rentrée, donc je me permets de vous souhaiter bonne rentrée à tous. Et puis j'espère que chacun fait le plein d'énergie pendant cet été. Voilà, juillet, août. Des périodes à la fois qui peuvent paraître calmes, et puis qui, en l'occurrence, au sein de la commune, ne l'ont pas été, qui ont fait qu'il a fallu qu'il y ait des élus un peu sur le pont en permanence, sur à la fois des événements climatiques, et puis plein d'autres choses qui font qu'il n'y a pas vraiment de période absolue de vacances pour les élus ou pour le maire. Voilà.
le premier point de notre conseil, la désignation d'un référent en charge de la lutte contre la prolifération de l'ambroisie. Alors en charge de la lutte, c'est pas lui qui va lutter tout seul avec ses petites mains. L'ambroisie, c'est un problème dont on va parler maintenant. Ça sera sans doute un des fils conducteurs, non seulement de maintenant, mais des années à venir. On a une carte qui, à mon avis, montre assez bien la chose. Alors d'abord, l'ambroisie, on vous la présente. Et puis, Bernard a amené quelques photos. Donc, notre commune avait la chance de ne pas bénéficier de cette plante jusqu'à il y a 3, 4, 5 ans. Elle est apparue très ponctuellement petit à petit. Et maintenant, elle est très clairement en phase d'extension. Alors, si vous regardez la carte qui est sur le site régional, qui est le site référent en matière d'ambroisie, les couleurs les plus sombres sont là où on ne compte plus le nombre d'observations parce qu'on en observe partout et en permanence. On voit bien que nous, on était à la périphérie, comme les autres départements en rouge, de ces zones qui sont déjà totalement contaminées. Et on voit bien comment l'ambroisie, d'année en année, gagne du terrain. Il n'y a pas de retour arrière pour le moment. Il n'y a pas un département ayant été touché dont on pourrait dire qu'il a vu diminuer le nombre de cas d'observation et l'expansion de la plante. Voilà. Donc on était fort heureusement pendant quelques années en périphérie du problème, et malheureusement en périphérie, puisque maintenant il arrive et il se confirme chez nous. Alors, si vous apprenez, pour ceux qui ne la connaissent pas, à connaître la plante, vous la repérerez à de très nombreux endroits. Alors cette plante, comment elle se déplace, comment elle circule, comme à peu près tous les végétaux, elle circule naturellement par son pollen, qui se disperse de manière très forte, mais elle se circule et conquiert des territoires par toutes les interventions de chantier. Prendre la terre à un endroit, on en met à un autre. On cure un fossé, on remet la terre, on la stocke ailleurs, etc. Donc tout à fait par l'ensemble des actes de travaux publics, de terrassement. Elle se diffuse par vos chaussures, les roues de vos voitures. Le fait d'en charger à un endroit, puis c'est extrêmement volatile, et puis d'en remettre ailleurs. Et donc elle a plein de facilités de déplacement sur le territoire qui font que de manière assez inéluctable, il n'y a pas de moyen, comme d'ailleurs dans beaucoup des sujets, il n'y a pas de moyen de rendre les frontières étanches. Voilà. Alors, chez nous, elle est arrivée, bien sûr, le long des routes. Elle est arrivée dans les champs d'un certain nombre d'agriculteurs, dans des jardins où les gens cultivent leurs légumes, où d'ailleurs parfois ils trouvent la plante assez jolie et ils la regardent fleurir parce qu'ils trouvent que c'est joli, ça fait des fleurs jaunes, pas désagréables, ce qui est une grosse bêtise. Voilà. Malvalette en a une belle collection. Très belle collection. Je crois qu'ils ont encore plus de malchance que nous. Il y a un joli champ en 80. Voilà. Alors, de manière générale, l'organisation face aux plantes invasives, face à cette plante, qui a donc le gros défaut pour elle d'être une plante, c'est pas une plante dominante, hein. Donc elle a du mal à se mettre sur des espaces végétaux déjà bien occupés, quand il y a un couvert d'herbe, etc. Elle a plutôt tendance à se mettre à des endroits où il n'y a rien, où il n'y a que de la terre. Bon. Par contre, elle atteint directement la santé humaine. C'est une plante très allergène, une plante qui peut déclencher la première crise d'asthme de sa vie d'une personne. Une plante dangereuse pour les gens qui auraient des insuffisances respiratoires. Puis c'est une plante qui va faire qu'à des saisons comme aujourd'hui, on peut tous avoir le sentiment d'avoir le rhume des foins, un peu mal à la tête, un peu mal aux oreilles, une gorge où on tousse et où ça ne passe pas, etc. Voilà. Symptômes très très courants mais qui s'amplifient. Voilà. Elle a la caractéristique d'être dans sa période de floraison et après de dispersion, on peut dire aux alentours de juillet-août en fonction des secteurs. Ça peut aller plus vite, ça peut aller plus doucement. Voilà. Alors, quelle organisation face à ça? Une personne référente par commune.
le souci du référent, c'est justement de synchroniser l'ensemble des actions qui peuvent être menées autour de cette plante. Une des premières choses, c'est l'observation. C'est qu'on puisse avoir des gens qui, dans la commune, ont une connaissance réelle de la plante et qu'on puisse établir la cartographie de notre commune. Combien d'observations, où, quelles sont les zones affectées. Voilà. Donc il y a un aspect recensement. Au-delà de l'aspect recensement, il y a un certain nombre de fiches de travail. Donc le référent, il a aussi pour objet d'adopter la meilleure stratégie dans la manière d'agir de la commune, par exemple sur les espaces communaux, le fauchage, etc., pour qu'on soit au plus près de la floraison de la plante et qu'on puisse donc couper la plante avant qu'elle ait des effets allergènes sur les personnes. Donc quelque part, se dire, dans telle partie de la commune, si on ne passe pas les pareuses maintenant, dans 8 jours, c'est bon, il y a dispersion, du pollen. Voilà. Ensuite, au-delà de ça, en fonction des observations qu'on a, il a le rôle de prévenir les autres gestionnaires du domaine public, par exemple. Bernard a informé récemment le département que le long de ces routes, s'il ne passait pas les pareuses dans les 8 jours, il allait y avoir un problème. Et d'ailleurs, ils ont passé les pareuses. Voilà. Donc là, c'est une stratégie qui est de couper juste avant que ça se disperse. Voilà. Il a aussi pour but de prévenir des particuliers, c'est-à-dire de faire des actions un petit peu de prévention, en disant aux gens, faites attention, si vous avez ce type de plante, il faut la supprimer, il faut l'arracher dans votre jardin, etc. Et puis, si elles existent, prévenir pour qu'ils coupent ou qu'ils nettoient. Le législateur a même prévu que le maire pouvait être dans la coercition et imposer aux gens la destruction des plantes sur leur propriété. Il y a des actions qui ont été faites ponctuellement sur des situations très extrêmes. C'est pas facile. Un agriculteur qui cultive sa terre, si vous lui dites qu'il faut qu'il coupe son champ parce qu'il y a de l'ambroisie et qu'il ne fait pas sa récolte derrière, lui il coupe son champ quand il fait sa récolte, pas quand l'ambroisie est mûre. Là on revient, bon voilà. Alors, il ne faut pas qu'il y ait un vent de panique générale, mais c'est un sujet important. Donc aujourd'hui, moi ce que je vous demande, c'est qu'on désigne un référent communal. En l'occurrence, je vous propose 2 candidatures de référents, M. Bourgi et Sébastien Arnaud. Tous les deux sont dans la commission développement durable. Et puis, pour M. Bourgi, qui a déjà passé quelques heures à faire des bouquets d'ambroisie. Voilà. Il y a un certain nombre de gens sur notre commune qui se sont saisis du problème, comme Règle Environnement par exemple, et qui ont déjà organisé des séances d'arrachage avec des bénévoles et autres. Hein. C'est sûr que là-dedans, une action citoyenne est aussi une action utile. On va être obligé de tous un peu s'y mettre sur certains moments clés. Y a-t-il des questions sur ce sujet? Ou des compléments que vous souhaiteriez apporter? Oui. On parle de l'ambroisie, mais bientôt on va savoir la Renaud du Japon aussi qui a. Oui, alors l'armée du Japon. Oui. L'armée du Japon au polygonum bambou, on l'a déjà, donc on l'aura pas, on l'a. Elle est déjà en train de proliférer. C'est une problématique un peu différente parce que c'est une plante, elle, dominante, qui a tendance à tuer les autres. D'ailleurs, aussi, elle est repoussée, c'est-à-dire là où elle pousse, elle émet un certain nombre de substances toxiques qui font qu'a priori, les autres plantes s'en éloignent et ne viennent plus. Elle a un seul avantage, c'est qu'elle n'atteint pas la santé humaine par rapport à l'ambroisie. Par contre, c'est certain qu'à partir du moment où on va créer un bout d'observatoire et demander aux gens de nous signaler, moi je pense que ça serait bien, on l'a évoqué avec Bernard, de dire aux gens en même temps, voilà ce que c'est que l'arnoée du Japon, qu'on appelle aussi polygonum bambou, et ça serait bien de nous les signaler aussi. Et ça aussi, pour s'en débarrasser, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Dans la même catégorie, on a aujourd'hui la berge de gaz, qui est en milieu aquatique, et il y a des caractéristiques allergènes, pas comme l'ambroisie, mais qui peut créer des billes en fait, avec la sève ou quand on le fait. Oui. Donc, le genre de deuxième, troisième degré, c'est pareil. Et qui pose des problèmes parce qu'elle prolifère également très vite. Et il semblerait qu'on en soit déjà destinataire.
Plusieurs semaines. Sur la désignation de ces référents, y a-t-il des avis contraires? Deux. Des abstentions? Une. Je vous remercie. Oui, je ne sais pas, puisque je fais partie de réponse. Ceci dit, oui. Oui, vous faites. Oui, vous faites. Oui, d'accord. Alors, référendum d'initiative partagée. La délibération porte sur la demande de subvention auquel on a droit, qui est à hauteur de 830 € pour l'installation de ce point d'expression populaire, de vote dans le cadre des initiatives de référendum partagé. Voilà. La délibération, elle porte juste sur le fait de l'acquisition du matériel. Alors par contre, de quoi s'agit-il? Juste un petit rappel. Il s'agit d'une loi organique qui a défini les conditions dans lesquelles on pouvait arriver à un référendum d'initiative partagée. Donc c'est un mécanisme long, puisqu'en fait, pour arriver à un référendum d'initiative partagée, il faut qu'un cinquième des membres du Parlement soutiennent cette initiative. Donc en gros, ça doit faire 185. C'est sénateurs et députés confondus. Ensuite, il faut que dans les 9 mois qui suivent, un dixième des électeurs français inscrits sur les listes électorales s'exprime pour cette initiative. Ensuite, il faut que dans les 6 mois suivants, il n'y ait pas d'initiative d'étude de ce texte par l'Assemblée et le Sénat. Et donc seulement après tout ce processus, il pourrait y avoir un référendum sur le sujet. Voilà. Aujourd'hui, ce dont on traite, c'est que pour que dans cette deuxième phase, après l'initiative soutenue par 185 parlementaires, pour qu'après on récolte le dixième des électeurs, ça se fait par voie Internet, ça peut se faire à domicile, mais ça doit pouvoir se faire sur un support papier et ça doit pouvoir se faire en mairie sur une bande d'accès. Il se trouve qu'étant la commune la plus peuplée du canton, il nous revient à nous la charge sur le canton d'Orec de recueillir ces votes à partir du moment où il y aurait une initiative de ce type. Et l'État, pour faire tout ça, nous a demandé d'installer un endroit où les gens peuvent voter sur un portable en l'occurrence, hein, sur un ordinateur portable. Voilà. Et donc je vous dis, on délibère simplement sur le fait qu'on installe ce point, on a déjà d'ailleurs acheté le matériel, et que donc l'État, lui, s'est engagé à rembourser 830 € sur cette installation. Donc on délibère pour obtenir les 830 €. Y a-t-il des questions là-dessus? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Alors, nos rapports des eaux. On va monter jusqu'à Mons de l'eau. Oui. Approbation du rapport annuel 2014 du syndicat des eaux du Haut-Forêt. Oui, syndicat des eaux du Haut-Forêt, je vais vous donner un rapport succinct du rapport annuel 2014. Territoire. Territoire, pas de changement. Il y a toujours 13 communes, 10 du département de la Loire, 3 communes du département de la Haute-Loire. Boisse-en-Bassée, une partie de Boisse, Malvalette en entier et Gros-Rec, 2 villages. Ces 2 villages, c'est Mons et Beauvoir. Où il y avait en 2013 43 abonnés, en 2014 il y en a plus de 41. Les gens qui sont partis, qui sont décédés. La population sur l'ensemble du syndicat est desservie à 10 953 personnes en 2014, contre 10 722 en 2013, soit 231 personnes de plus. Exploitation. C'est la société SOR qui a la responsabilité du fonctionnement des ouvrages, de leur entretien et de la permanence du service. Le syndicat garde la maîtrise des investissements et la propriété des ouvrages. Production.
L'eau est distribuée à 4306 abonnés en 2014, contre 4289 en 2013, soit 17 abonnés de plus. Production 3 stations de traitement, la station de Cessieux, 8 mètres cubes heure, la station du Vert, 100 mètres cubes heure, et la station d'Ambras, 36 mètres cubes heure. L'ensemble de ces stations ont fourni un total de 392 209 mètres cubes, plus l'eau, plus l'achat d'eau traitée en 2014 de 3156 mètres cubes, à Saint-Just-Saint-Lambert et au Saint-Paul. Distribution, un réseau de 297 369 km. Il est très grand le réseau. Il part de Lens à Brasse et il va dans la plaine sur les communes de la Loire. En 2014, les volumes vendus aux abonnés de 314 584 mètres cubes, 301 655 en 2013, soit 4,28% plus en 2014. Par ailleurs, le volume de 7 836 mètres cubes a été exporté vers les collectivités voisines. Compte tenu des fuites, aux parties inévitables et des besoins en eau de service, pure, des couteaux d'incendie, le lavage des fils, des réservoirs, etc. Le rendement du réseau est pour 2014 de 83,9%, soit en 2013, 83,6% en 2013. Ils ont un bon rendement de réseau au syndicat. Qualité. Toutes les analyses faites par la ARS sont bonnes. Analyse microbiologie. Effectuée 34 prélèvements non conformes 0. Analyse physico-chimique. Effectuée 36 prélèvements non conformes 0. On peut dire que l'eau est très bonne au syndicat. Le prix du service comprend une partie fixe abonnement, 62,76 €. Et un prix au mètre cube consommé selon un barème établi. C'est le contraire chez nous, jusqu'à 100 mètres cubes, c'est un prix fort, au-dessus de 100 mètres cubes, il diminue. Le prix au mètre cube en 2013 était de 303,45 €, en 2014, 1% de plus, soit 379 €, toutes taxes comprises. Investissement à la charge du syndicat. Pour 2014, 222 751 de dépenses, extension du réseau, changement de canalisation. Le syndicat possède une ressource en eau. Cette ressource est faite par le Saint-Paul. Voilà le rapport annuel du syndicat de l'eau-forêt. Le rapport est à votre disposition aux autres maires de la mairie pour plus de renseignements si vous le souhaitez. Je vous en remercie. Des questions? Pas de remarques particulières. Ce qui peut être intéressant dans le rapport pour ceux qui voudraient s'y attarder, c'est de comparer le prix d'une facture d'eau de 120 mètres cubes entre ce que payent les Orécois, hors assainissement, hein, parce qu'il y a une part d'assainissement, mais là, elle n'est pas inclue dans la part du syndicat en direct. Regardez le prix facturé et le prix du coût du délégataire. Voilà. Si vous avez le temps, c'est intéressant de regarder parce que vous verrez qu'il y a un écart très sensible. Sur la même facture, il vaut mieux être ici que là-haut. Alors, que ce soit dès la part fixe annuelle, puisque nous on est à 40 €, j'arrondis, là où ils sont à 60 € sur l'abonnement. C'est vrai qu'il y a des mécanismes de facturation très différents, puisque nous, sur les premiers mètres cubes, on est moins cher, eux, sur les premiers mètres cubes, ils sont plus chers. Mais après, si on prend que l'eau, chez nous, quand on paierait 200 €, chez eux, on en paye entre 300 et 350. Après, l'assainissement, on ne peut pas comparer, puisque l'assainissement, c'est le nôtre, et donc, à Mons, ils ont le même prix d'assainissement qu'à Aurec, puisque c'est de l'assainissement de la commune d'Aurec, avec un système de lagunage indépendant. Pas de questions? Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions?
Je vous remercie. Alors, on reste dans les histoires d'eau. Oui. Donc, je vais vous parler du RPQS du SACPAE pour 2014. C'est le rapport relatif au prix et à la qualité du service. Donc, le syndicat mixte de production et d'adduction d'eau potable est composé de 5 communes. Saint-Sigolène, Les Villettes, Beauzac, Basse et Monistrol, pour l'approvisionnement d'eau brute et qui est traitée par le SACPAE. Et Orec, eux, enfin nous, on est adhérents pour la ressource de secours. Donc la commune d'Orec a adhéré en 2014 et a déjà bénéficié de ce service de secours du 5 mai au 5 juin 2014. Du fait qu'il y avait des travaux sur le canal de Vendée, donc il y a eu coupure d'eau, donc on a adhéré au SACPAE pour profiter de cette ressource de secours. Nous avons consommé 29 000, pendant cette période d'un mois, nous avons consommé 29 183 mètres cubes, et c'était de l'eau brute qui venait de la Loire, et qui a été traitée, après qui a été acheminée à Ouias, et qui a été traitée par notre usine. L'investissement, nous sommes arrivés qu'après au SACPAE, donc on a eu payé un droit d'entrée, puisque les investissements étaient faits, on a payé 153 000 € de droit d'entrée. Nous payons pour l'énergie, parce que les pompes, elles tournent de temps en temps, on les essaye pour que, quand on aura besoin, elles fonctionnent. On paye annuellement 7 675 €. Et pour nous raccorder, pour qu'on soit adapté à leur canalisation, on a payé 9 800 net. Il a fallu mettre des pièces, et 9 800 net. Voilà. Voilà. Simplement, je voulais vous faire remarquer que depuis longtemps, nous cherchions une solution technique et financière adéquate pour nos besoins en secours, et là, nous l'avons trouvé, puisque pour un investissement modique, un fonctionnement modique aussi, nous avons de l'eau qui passe et qui fonctionne. Voilà. Le rapport aussi, comme le lot, il est disponible à votre disposition. On peut dire que sur cette période en vraie grandeur, où le préfet avait souhaité, pour ne pas trop alarmer les populations, de ne pas trop faire de publicité, c'est-à-dire le travail avait été fait avec l'ensemble des techniciens, mais il avait dit, s'il faut informer la population, ce sera que nos systèmes de secours ne fonctionnent pas, mais ils sont prévus pour fonctionner, donc on ne va pas alarmer. Le résultat quand même, c'est que ça a fonctionné. On est une des communes, et elles ne sont pas si nombreuses, à disposer maintenant de cette ressource de secours. Et que ça a fonctionné aussi qualitativement, parce qu'en fait, il a fallu que notre station de traitement soit alimentée par une eau brute différente, et donc il ne s'est pas avéré qu'il y ait une baisse ni sur la qualité, ni sur la qualité sanitaire, mais ni sur la qualité de l'eau. Voilà. Donc en vraie grandeur, on a eu finalement, un an après avoir mis cette solution en œuvre, on a eu l'occasion de l'expérimenter de manière efficace, et voilà. Donc tant mieux pour nous. Hein. On pourra sans doute améliorer les choses dans les années à venir en finissant de se boucler sur une ressource supplémentaire qui est celle du syndicat de la semaine. Voilà. Mais il n'y a vraiment pas le feu au lac, parce que pour le moment on a déjà la ceinture et les bretelles, donc si on veut encore autre chose de sécurité, c'est bien, mais il y en a tant qui aimeraient déjà avoir une première solution. Hein, nous, on l'a. Mais comme l'eau de ce syndicat arrive déjà sur le plateau d'Ouias et dessert déjà le plateau d'Ouias, ça ne présente aucune difficulté pour finir de mailler cette solution. Y a-t-il des questions par rapport à ce rapport sur le SACPAE? Vous l'avez compris, nous ne sommes concernés, nous, que sur la solution de secours. Oui. Donc, maintenant qu'on a payé le volontaire, nous l'enlever pour un peu garder avec. Ah oui, c'est ça, oui. Alors, une cotisation annuelle, après, voilà, le fonctionnement. Oui. On avait deux options à l'époque, c'est de rester à l'extérieur du syndicat et d'avoir une convention, mais ça semblait une position faible dans le temps. Parce que cette convention-là, on n'était pas dedans, on n'était pas membre. Donc on était dans une posture plus faible. Voilà. Alors que là, on a négocié notre entrée. Et donc le syndicat a modifié ses statuts de telle manière que des gens comme nous, mais
il y en a d'autres qui peuvent en bénéficier, puissent rentrer que sur une compétence, c'est-à-dire choisir, et dire nous on rentre que pour la solution de secours. Donc on n'est pas dans le syndicat pour tout, on est juste pour ça. Mais c'est un strapontin à l'intérieur de la maison, pas à l'extérieur. On n'est pas dans la pièce à côté. Donc ça pérennise pour toujours cette solution et le rapport financier. Voilà. Et c'est vrai qu'on peut remercier nos collègues du syndicat parce que l'investissement qu'ils avaient lancé était très coûteux. Bon, donc moi je ne me prononce pas sur l'investissement qu'ils ont fait pour mettre en œuvre cette solution de secours, qui était 1 million d'euros, mais nous, la part qu'ils nous ont demandé était plus que très raisonnable. Donc ils ne nous ont pas mis dans une posture, quand on est arrivé, où ils ne voulaient pas de nous. Voilà. Et ça, c'est bien. Et on peut remercier la ville de Saint-Étienne, parce que pour mettre en œuvre cette solution, il faut aussi l'accord de la ville de Saint-Étienne, puisqu'on fonctionne avec des tuyaux qui en l'occurrence, ne sont pas à nous. Donc là, on peut dire que l'ensemble des collectivités auxquelles on s'est adressé ont vraiment joué le jeu pour que cette solution soit mise en œuvre de manière efficiente et de manière économique pour la ville de Recques. Ça fait très très peu de surcoût quand on ouvre le robinet. Donc c'est vraiment... voilà. Et moi, je voudrais rajouter qu'on a regardé des solutions pour nous, et ça dépassait le million d'euros. Ah oui, oui. Toute autre solution était... Bon. Donc il y a une autre solution évidente qui ne devrait pas être coûteuse, qui aujourd'hui, politiquement, n'a pas pu se mettre en œuvre, c'est celle de se boucler de l'autre côté avec la semaine. Mais ça viendra un jour. Ça viendra un jour. Là, les conditions d'entrée, nos collègues étaient... Ouais. Moi, ça va dire. Enfin, les tarifs avaient changé aussi. Moi, ça va dire. Donc, voilà. Mais ils y viendront parce que c'est naturel de mailler tous les réseaux les uns avec les autres. Et en plus, nous, on ne dépend pas d'eux. Donc, on est dans une très bonne situation pour petit à petit arriver à cette autre solution. Voilà. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, nous allons procéder à la création de la commission communale pour l'accessibilité. Commission communale qui devrait déjà exister dans une commune de plus de 5000 habitants. Voilà. Alors, très clairement, sur cette commission, elle est présidée par le maire, et c'est le maire qui en arrête la liste des membres, donc la composition. Elle doit être composée de représentants de la commune, donc des élus municipaux, d'associations, associations d'usagers, associations représentant des personnes handicapées, et de personnes qualifiées, des personnes qui auraient une expertise particulière dans ce domaine-là. Par exemple, en étant elles-mêmes handicapées, elles peuvent avoir des choses à nous faire partager et utilement participer à cette commission. Donc, pour être clair, on décide sur... je vous demande votre accord sur la composition que je vais vous proposer. Par contre, c'est moi qui désigne les personnes. Monsieur le maire, une question. Beaucoup de communes de taille équivalente à la commune de Recques appliquent le principe de la représentation proportionnelle. C'est un choix politique, hein. C'est vous qui êtes maître de la décision. Et donc vous refusez d'associer l'opposition à cette commission. Alors, ce que je propose donc, c'est que le collège des élus, alors si je me compte dedans, ça ferait 9. Mais je préside la commission, moi, donc de fait, c'est pas... Je vous propose qu'on ait un collège d'élus municipaux de 8, et je vous propose qu'on mette 6 membres de la majorité et 1 membre pour chaque liste d'opposition. Voilà. Alors, ce qui m'agréerait, si vous en êtes d'accord, d'abord, on va délibérer. Alors après, pour le reste de la composition, il est évident que de manière traditionnelle, on va solliciter toutes les associations de proximité qui ont une expérience dans le domaine de l'accompagnement de personnes handicapées. On aura peut-être des représentants de certaines associations qui sont plutôt d'un niveau départemental, qui n'ont pas forcément une présence locale. On a la chance d'avoir Gérard Père, pour ne pas le nommer, dont une partie de l'exercice professionnel a été consacrée à l'aménagement des espaces et à l'aménagement des espaces pour les personnes handicapées. Donc, en tant que personne experte, je le solliciterai sans doute s'il a été d'accord. Et puis, je pense que je vais réfléchir et contacter. On a au moins une personne, mais plus d'une, on en a 2 qui se déplacent dans les rues d'Orec avec des fauteuils électriques.
Et je trouverais sympathique au moins qu'une des deux, par exemple, vienne rejoindre le groupe. On peut peut-être penser à d'autres personnes, parce que c'est sans doute les personnes les plus appropriées à nous faire part. Les normes, c'est bien, mais elles pourront en plus nous faire part sans doute de petits tracas ou soucis quotidiens qui sont encore plus peut-être importants et sur lesquels on peut encore plus avoir des effets rapides, parce que c'est des petites choses simples. Moi, j'ai eu à évoquer plusieurs fois avec cette dame, et chaque fois qu'elle m'a dit des choses, je m'en voulais qu'on ne les ait pas vues ou que je ne les ai pas vues avant. Parce que c'était simple à les faire, et voilà. Mais c'est sûr que c'est la personne à handicap qui, même parfois dans des bâtiments dits accessibles, va faire la remarque qui tue, en disant c'est bien votre truc accessible, sauf que vous avez oublié tel truc, et donc ça n'est pas pour moi accessible. Voilà. Donc si on peut avoir des personnes de cette qualité-là, c'est intéressant qu'elles participent à nos débats. Hein. C'est une commission qui devrait se réunir, qu'il faudrait faire vivre au moins un rythme de une fois, je sais pas, une fois par trimestre, ou au moins 3 fois par an. Hein. Voilà. Elle a des missions précises, y compris de annuellement faire un compte-rendu. Pour dire un peu l'état des travaux, des constats, de là où on en est, etc. Hein. Donc, en ce qui concerne la liste majoritaire, je proposerai la participation à cette commission de Bernard Bourgy, de Louis Gaucher, de Guy Vaucanson, de Marcel Collet, de Louisa Collange et de Elisabeth Moulin-Royon. Est-ce que vous pouvez me communiquer 2 noms qui vous conviendraient? Toi, et de votre côté? Et André Lespen. Et André Lespen. Vous avez noté? Donc je prendrai un arrêté dans ce sens. Sur la composition de la commission elle-même, puisque c'est l'objet de la délibération, y a-t-il des avis contraires? Y a-t-il des abstentions? Merci. Une question, monsieur le maire, complémentaire. Pourquoi avoir attendu plus d'1 an pour mettre en place la commission? Parce que c'est compliqué. C'était pas une priorité ou... Comment? Je dis, c'était pas une priorité pour vous ou Alors, il y a 2 choses pour vous répondre. Sur l'abord de la vie des handicapés dans notre cité, c'est... Je ne sais même pas si on peut dire que c'est une priorité, c'est une respiration quotidienne. Je vous rappelle que, par exemple, l'espace de la base de loisirs est labellisé tourisme handicap. Et que parmi les plus fortes fréquentations de la base de loisirs, mais que sans doute certains n'ont pas repéré, on a à peu près tous les jours d'été 2 à 3 quarts de personnes handicapées. Et quand je parle de personnes handicapées, on a la joie d'accueillir sur Aurec-Plage à peu près toutes les institutions de la Loire. Et des personnes qui, quand on les voit sur la plage, sont dans une situation de dépendance lourde par rapport à des tiers. Donc, il n'y a pas un bâtiment qu'on a produit sur lequel on n'a pas eu de souci. On a retravaillé sur les itinéraires des enfants des écoles, parce que le handicap, il faut le voir à plusieurs niveaux. Hein. Le handicap, c'est la maman avec sa poussette, c'est la personne de petite taille qui va être un enfant de la maternelle et qui circule sur nos trottoirs, et qui donc ne va pas percevoir le monde de la même manière. Donc je peux vous dire que c'est une préoccupation permanente. On a pas mal avancé sur tous nos bâtiments publics, mais il reste du travail. Alors la limite de ce travail-là, c'est où la raison l'emporte sur la norme, parce qu'il y a des choses, vous savez qu'à Aurec, on n'est pas pauvre en château, et les notions d'accessibilité dans des châteaux, à un moment donné, il vaudrait mieux raser le château, quoi, parce que bon. Donc il y a un moment où on touche à la limite de nos capacités financières. Sur la commission elle-même, il y a eu justement régulièrement du travail de faire avec diverses associations. Alors maintenant, il va falloir lui donner une forme, le porter, et ça va être un vrai travail. Donc ça va redonner un caractère plus officiel au travail qui est fait. On a déjà étudié pas mal d'itinéraires dans Aurec. Donc on les a travaillés, on a été les voir, on les parcourir à pied pour voir les difficultés, là où il manquait des bateaux dans les trottoirs pour descendre, là où il y avait des problèmes de visibilité pour certains, des poteaux en travers du trottoir. Non, c'est une préoccupation quotidienne. Alors, il faudra surtout que cette commission, justement, elle ait un apport par rapport au travail qui est déjà fait.
que moi, quand je vous parle d'un personne en fauteuil handicapé, par exemple, la résidence, je m'excuse de la citer nommément, parce qu'elle n'est pas là en plus, bah, je peux vous dire qu'on a vraiment échangé assez souvent, et qu'elle a été un de nos conseils, puisque moi, je lui avais demandé que chaque fois qu'il y avait un truc qui, dans la ville, qu'elle ne pouvait pas faire, l'autre dame aussi, je lui dis la même chose. Je lui dis, chaque fois que vous découvrez un truc que vous ne pouvez pas faire avec votre fauteuil, il faut venir nous le dire. Après, il y a des trucs qu'on ne peut pas faire, mais souvent, il y a plein de choses à résoudre. Donc non, c'est une préoccupation quotidienne. Y compris parce que nous sommes des personnes handicapées. Et que quand nous ne le sommes pas, nous le sommes en devenir. Voilà. Chaque accident de la vie, une jambe cassée, ou quand on vieillit, il faut le faire. Voilà. De même qu'on a en permanence le souci de créer des itinéraires piétons, de créer des itinéraires cyclables. Un paysage se change comme ça, une commune met des années avant de se changer, mais c'est une impulsion où il faut dans chaque chantier inclure ces données-là. Il n'y a pas une étude qu'on fait qui n'inclut pas les notions d'accessibilité, et d'ailleurs d'autres notions, y compris comme la sécurité, c'est-à-dire comment vont se lire les espaces, comment ils vont se gérer, etc. Voilà. On avait délibéré? Oui. Il y avait une autre intervention. Alors, on va délibérer sur le tarif de facturation des documents que l'on reproduit quand des gens nous demandent la communication de documents administratifs. Alors, quand un particulier veut accéder à un certain nombre de documents, il a des droits précis définis par la CADA et d'autres, et donc on lui donne accès aux documents, et après il y a le problème, non pas de l'accès, mais de la reproduction. Parce que ces documents, en principe, la plupart d'entre eux, ils ne sont pas faits pour sortir de la mairie. Et on ne peut pas leur les donner, ils ne peuvent pas partir avec. Par contre, ils peuvent obtenir un certain nombre de reproductions. Voilà. Et la question se pose toujours, à partir du moment où il y a une reproduction, de qu'est-ce qu'on fait payer à ces gens-là. Hein, puisqu'ils ne peuvent pas les emmener, les photocopier chez eux, les ramener. Voilà. Alors, quand c'est des documents compliqués, il nous est arrivé, parce que ce n'est pas dans nos besoins, si c'est, je ne sais pas, des documents d'un format exceptionnel ou autre, à ce moment-là, on les fait reproduire à l'extérieur et ils sont donnés à un prix coûtant. C'est-à-dire on facture ce que le reproducteur de plan nous a fait payer. Et puis après, quand il s'agit de choses qu'on peut faire, il faut mettre une tarification. Ces tarifications, on les a pris sur le site internet de la CADA, c'est ça, hein, parce qu'il y en a une au moins qui a un caractère désuet, c'est la disquette. Je pense que si le citoyen repart avec une disquette, il va être content. Et il va peut-être avoir l'impression qu'on n'a pas voulu lui donner l'information. Parce qu'il n'aura peut-être pas l'engin pour lire la disquette. Bon, voilà. Mais ça existe encore, la disquette. Donc je vous propose de fixer à 0,18 la photocopie en A4. Nous ne l'avons pas mis dans la délite, mais à 0,30 la photocopie en A3. À 1,83, mais nous ne nous en servirons pas souvent, la disquette. Et à 2,75 le CD-ROM, qui pourrait un peu mieux fonctionner sur des fichiers importants. Voilà. C'est des prix à TTC? C'est une très bonne question. À mon avis, c'est des prix TTC. On n'est pas éligible à la TVA. Voilà. Alors, c'est souvent sur des petites choses, hein, mais ça met un rapport net avec les gens. Alors, on fournit 2 photocopies, ils vont voir 36 centimes, je ne sais pas comment on fera, mais au moins c'est net, c'est clair. C'est pas à la tête du client, il y a un tarif, quand la personne arrive, le personnel sait ce qu'il a à faire. On est d'accord que ce n'est pas une obligation de facturer soit payant. Ah oui, tout à fait. D'accord. Ah, on peut tout faire gratuit. Est-ce que vous avez chiffré à l'année le coût de la gratuité éventuellement? Vous sauriez, grosso modo, combien ça coûte? Non. Non. Oh non, on l'a pas chiffré. Non. On s'est retrouvé encore récemment avec des demandes de ce type. Si vous voulez, très clairement, que chaque citoyen accède à tous les documents, c'est très très bien. Après, à un moment donné, il faut que la demande corresponde à un besoin. Parce que sinon, on a des gens qui ont un taux de fréquentation des services publics important, qui sont très demandeurs. Moi, après, je ne veux pas faire du mot, mais je ne sais pas si ça sert à quel un meuble. Après, par contre, il y a des demandes légitimes de gens qui étudient des dossiers et ont besoin de documents. Et celles-ci, il faut y répondre. Voilà. Après, ça clarifie le rapport. Et ça clarifie le rapport avec notre personnel. Parce que face à une demande,
notre personnel, il a besoin de règles, de savoir ce qu'il fait face à la personne qu'il a en face de lui, sans qu'on ait le sentiment, à un moment donné, de devoir monnayer des choses. Quand il y a des photocopies à faire, c'est pas cher. Parce que si on comptait le temps que prend le personnel pour accompagner cette personne, il faudrait rajouter plusieurs euros. Voilà. C'est bon là-dessus? Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Une petite question avant de l'actif. Vous n'avez pas pu trouver des tarifs quand même un peu plus pratiques? Enfin, je pense qu'il faut les envoyer la commune, c'est 0,18 pour en donner. On peut faire des 0,20. Enfin, je sais pas. Non. Je pense qu'on s'en servira très peu. Mais oui, vous auriez pu me proposer des tarifs. Non, je dis ça avec le sourire. Moi, je vous dis ce qui m'importait pour moi, c'est la réponse que je vous fais, c'est que le rapport soit clair avec la personne qui est demandeuse et que les employés de mairie aient une règle, de telle manière qu'ils ne soient pas dans l'embarras à chaque fois que quelqu'un leur demandait quelque chose. C'est vrai qu'après, c'est pas avec ça que la mairie fera de l'argent, mais ça donne un rapport pratique, c'est-à-dire à partir du moment où les gens demandent un document, il y a un tarif, et les employés savent qu'ils sont autorisés à photocopier et à donner à la personne, et il n'y a pas besoin de tout un tas de complications pour savoir comment on fait. Voilà. Un petit peu plus loin, on peut payer par carte. On peut payer par carte bleue, non, parce qu'on n'a pas le terminal. Mais par chèque, oui. Ah, par chèque, oui, tout à fait. Et c'est un chèque collector. On a délibéré, oui. Les rythmes scolaires. Donc, les rythmes scolaires, là aussi, la délibération porte sur le reversement du fonds de soutien à la communauté de communes. Je vous rappelle qu'en ce qui concerne le périscolaire, TAP, puisque tout le monde dit comme ça, la communauté de communes a souhaité exercer cette compétence, donc elle l'exerce et elle la finance. Et donc, tel que prévu dans les textes, certains de mes collègues avaient cru qu'il y avait certaines ambiguïtés, mais moi je ne crois pas. Ça a été très très écrit et confirmé dans la loi de finances. C'est bien les communes qui perçoivent le fonds de reversement, mais à partir du moment où elles n'exercent pas la compétence, elles doivent intégralement le reverser à la personne qui exerce la compétence, en l'occurrence la communauté de communes. Mais ça doit faire l'objet d'une délibération, puisque c'est de l'argent qu'on reçoit nous et qui est retransféré à la communauté de communes. Voilà. Alors, en l'occurrence, pour l'année dernière, et je le pense pour cette année, il s'agit d'une somme de 50 € par élève. Hein. Alors je dis je le pense parce qu'il y a deux catégories de communes, et il y a des communes qui touchent 90 € par élève, et des communes 50 €. Et si vous me demandez de vous expliquer comment il y en a qui touchent 90 et d'autres 50, dans certains cas, je comprends, et dans d'autres, je ne comprends pas. Donc, nous reverserons la dotation que nous aurons touchée. Et si elle est de la même nature que l'année dernière, elle sera de 50 €. S'il s'avérait qu'elle est de 90 €, le principe reste le même. Nous reverserions l'intégralité de la somme. Voilà. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Une précision, je pense que c'est le même cas pour toutes les communes de la commune. Ça a été une difficulté sur les autres communes qui, l'année dernière, ont eu la surprise de toucher 90 € et qui, elles non plus, ne comprenaient pas pourquoi. Et qui, quelque part, s'était dit que l'écart entre 50 et 90, c'était central pour elle. Elle l'avait interprété comme ça. Et donc, ça a été une petite difficulté parce que je pense que l'année dernière, ces communes-là, on va dire, de bonne foi, ont gardé cet argent. Et donc, le président de la communauté de communes cette année leur a rappelé la lecture des textes et leur a confirmé que s'ils étaient de bonne foi l'année dernière, cette année, en étant de bonne foi, ils reverseraient l'intégralité. Donc, non, il y a eu au moins 2 endroits où ça a été un peu difficile. Mais parce que les gens, c'était tout de suite mais la totalité a été reversée à la commune. Parce que les communes ont perçu, elles ont reversé. Oui, non, pas l'année dernière. Non, mais nous garder finalement. Non, ça n'a pas été l'explication du président n'a pas été rétroactive. Parce que les gens, les 40 €, ils les avaient bien. Il n'y a pas de rétroactivité sur un sujet. Oui, ils les avaient bien digérés, les 40 €. Ils étaient déjà. Ils avaient eu l'utilité.
ils étaient dépensés. Voilà. Non, ça a chahuté un peu, oui, tout à fait. Alors c'est vrai que dans la règle, je pense que personne ne l'avait vu venir, c'est-à-dire on s'attendait à 50 €, puis il y en a chez nous qui s'attendaient à 50 €, ils en ont eu 90. Je pense dans un premier temps... Je ne suis pas sûr que l'an passé, lorsque le président de la communauté de communes nous a fait délibérer effectivement pour faire ça, ait bien précisé que les communes ne reversaient pas la totalité de ce qu'elles percevaient. Je ne suis pas sûr de l'avoir entendu. Mais il dit le contraire. Il a fait délibérer en disant qu'on devait reverser la somme. Il n'a pas précisé la somme. Il n'avait pas précisé dans la délibération, pour être très clair et précis, qu'il y avait soit 50, soit 90. Donc il avait précisé dans la délibération que les communes devaient reverser les sommes qu'elles percevraient, et à titre informatif, il avait dit qu'il s'agissait de 50 €. Mais en fait, donc, pour deux communes, il ne s'est pas agi de 50 €, il s'agit de 90. Dommage. Et donc ça peut changer, hein. Nous on peut avoir 90, parce que je ne connais pas tous les critères, on ne sait jamais. Mais on reversera 90. Voilà. Des avis contraires, des abstentions, c'est mieux. Ça fera plaisir à notre président de communauté de communes. La rentrée s'est bien passée. Elle était beaucoup plus sereine que l'année dernière, sans trop de changement cette année. Notre école maternelle comme notre école primaire ont gardé le même nombre de classes publiques. Il n'y a pas de variation significative en nombre d'élèves. On est sur un palier, peut-être un palier un tout petit peu descendant quand on prend le total d'élèves sur OREC, mais assez stable quand on prend y compris les prévisions de naissance ou autre. Il n'y a pas grand-chose qui... ça ne bouge pas sensiblement. Le rapport entre les deux écoles non plus, en nombre d'élèves. Hein. On se demandait quel serait l'impact la semaine de 4 jours, de 5 jours. On ne peut pas dire que la lecture globale des effectifs éclaire un mouvement des familles ou autres qui passerait d'un côté à l'autre, etc. Il n'y a pas eu d'incident à la rentrée, les choses étaient prêtes, elles étaient classiques. On est toujours à plus de 1200 élèves sur la commune de Rennes, 1260, 59. Voilà. Voilà. Bon, avec des rythmes scolaires qui avaient été mis en place l'année dernière, gardés cette année, les horaires, les temps de TAP, beaucoup plus serein. Et les parents se sont bien faits aussi aux nouveaux horaires de l'année dernière, donc il n'y a pas eu de problème majeur pour la rentrée. Une nouvelle directrice à l'école primaire, on est heureux de voir confirmer Nathalie Moulin. Hein, l'année dernière, elle n'était pas titulaire, alors que cette année, elle a été titularisée à son poste de directrice. Et le retour de Vanessa Boyer à l'école maternelle, après un congé maternité. C'est ça. Voilà. Et on a fait le tour des écoles, mais on a réussi à s'inscrire nulle part. Chaque année, il nous passe à la porte. Voilà. On a été fort bien reçus partout pour ces démarrages d'école. On a délibéré sur le... Oui. Alors, une convention. Alors, c'est une convention qui, à la fois, régularise un usage qui s'est fait cet été et qui vaut pour les périodes à venir, vacances scolaires et autres. Cette convention est une convention de mise à disposition de la communauté de communes, de la cour et des toilettes et des jeux d'extérieur d'ailleurs, de l'école maternelle. C'est donc dans l'école maternelle que sont accueillis les enfants du centre de loisirs. Hein, voilà. Lieu parfaitement approprié pour les tout-petits, puisqu'il reçoit aussi les tout-petits de la maternelle, et qui permet un usage plus important de nos écoles. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Juste une précision, je pense qu'il vaut peut-être le coup d'en parler. L'année dernière, il a été créé un jardin pour que les enfants puissent travailler la terre, planter. Et ce jardin a été suivi tout au long de l'année, c'est-à-dire pendant les grandes vacances scolaires. C'est les enfants du centre d'accueil de loisirs qui s'en sont occupés. Pendant les vacances scolaires, les petites vacances scolaires, c'est également ces enfants-là.
Donc voilà, il y a des choses qui se créent, qui se mettent en lien, sachant que c'est pratiquement les mêmes enfants qui sont... donc voilà, c'était un projet qui a vu jour et qui est plutôt bien. Oui. Tu as trouvé la convention en 8 articles. C'est quoi ces 8 articles? Alors, le premier article qui décrit les locaux concernés, c'est-à-dire la cour, le matériel pédagogique extérieur, les toilettes, etc. Le deuxième article, il précise que le preneur doit se servir de ces locaux de manière exclusive pour les enfants de jeu. Le troisième article, il dit que c'est pour l'année scolaire 2015-2016 et que ça concerne les périodes de vacances, etc. Le quatrième article, il dit que c'est sans aucune contrepartie pour le moment. Le cinquième article, il définit les occupations et la jouissance, y compris le fait que, par exemple, le preneur ne peut ni prêter, ni sous-louer, ni etc., qu'il doit jouir des lieux en bon père de famille, rien faire qui nuit au voisinage, etc. Le cinquième article, il dit qu'il faut nous rendre les lieux dans l'état où ils les ont trouvés, et qu'il faut qu'ils soient assurés, etc. Le sixième article, le sixième. Bon, ben, c'est celui qui parle des dégâts des eaux, des assurances, des trucs. Le septième, c'est les litiges. S'il y a des litiges par rapport à la Convention, ça c'est un grand classique, et qu'on n'arrive pas à s'entendre entre nous, c'est le tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui substituera pour trancher. Et le dernier article, il dit que c'est la communauté la commune d'Oreille-sur-Loire, place du Breuil, et la communauté de communes Loire-Semaine, place de la Ville, qui sont concernés et qui sont domiciliés en tant que signataires de la Convention. Voilà. Bon, on est sur une des conventions classiques. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup d'articles. L'essentiel, c'est pour ça que je ne vous l'ai pas lu, c'est la mise à disposition. Le reste, voilà. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Alors moi, je soulignerai surtout que cette démarche, comme un certain nombre d'autres, tous les TAP et le périscolaire qui a pu s'installer à l'école primaire aussi, moi, j'en remercie les enseignants. Parce que ça paraît peut-être rien, mais c'est nouveau et c'est assez énorme, parce que ces lieux-là, jusqu'à présent, étaient exclusivement consacrés aux périodes d'enseignement. Et dans la vie qu'on mène aujourd'hui, un établissement apte à recevoir des enfants, avec des classes, des préaux, des salles d'évolution, etc., c'est quand même une économie générale que de pouvoir étendre son extension quelques heures dans la journée. Alors après, c'est compliqué puisque ça doit se faire dans le respect des classes de chaque enseignant. Puisque eux, après, ils reviennent travailler la journée. Ils ont une classe, ils ont un bureau, ils ont des affaires à eux, etc. Donc c'est compliqué, mais le fait qu'on ait pu le mettre en place de manière respectueuse de chacun, que ça ait déjà vécu cette année et que ça n'a pas donné lieu à conflit, parce qu'a priori, quand on l'a mis en place, les gens avaient très très peur de ce qui allait se passer au quotidien. Ça fonctionne. Et donc, si ça nous permet d'optimiser un peu l'usage des écoles, c'est pas parce qu'on les utilise un peu plus longtemps dans la journée qu'on paye plus cher d'entretien et de chauffage. Donc, c'est plus rationnel. Voilà. Tarif des transports scolaires. Donc là, on va vous demander de délibérer sur les tarifs des transports scolaires. Et là, c'est un exercice de style assez intéressant, puisque la rentrée est passée et que nous avons dû, bien sûr, indiquer à chaque famille venant à la mairie le tarif scolaire. Les transports scolaires. Voilà. Mais c'est comme ça chaque année, sauf à vouloir faire dans la deuxième quinzaine du mois d'août un conseil pour fixer. Alors, il est évident que si une année il y avait des variations très sensibles ou une révolution sur les transports scolaires, on ne pourrait pas trop procéder comme ça, parce qu'on est un petit peu sur un fonctionnement inversé. Est-ce que tu veux faire un commentaire sur les transports? Non, simplement que la notice sur les nouveaux tarifs, on l'a reçue le 22 juillet, donc pour expliquer ce que tu viens de dire. Donc il n'y a pas de conseil municipal entre-temps. Et que voilà, cette année, nos cars sont bien pleins. On a eu 8 circuits qui sont tous... pas
de place libre, j'allais dire. Donc, voilà. Les tarifs ne bougent pas vraiment. Au niveau du conseil départemental, on a un plafond qui nous a imposé, un plafond annuel qui est de 225 € par an et par enfant, soit de 22,50 € par mois. Nous, on applique les tarifs, on va délibérer pour des tarifs en fonction du coût du ramassage. C'est-à-dire que le but, c'est pas de faire bénéfice sur le ramassage scolaire, mais c'est pas non plus de faire... il ne faut pas que la mairie participe de sa poche. Donc voilà, l'idée, c'est de trouver un ajustement au niveau des tarifs et des fréquentations des différents services. C'est les tarifs qui nous sont proposés. Alors, cette année, on a plutôt des tarifs. Alors, certains ont varié 18 à 18,50, d'autres ont varié 19,50 à 18,50. Donc, ils ont baissé de 1 € pendant que d'autres monté de 50 centimes. Donc, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que dans la structure, alors nous, on regarde circuit par circuit, comme l'a dit Flo, s'ils sont équilibrés entre la participation familiale et ce qui coûte au département. On a profité de ce tarif cette année pour en fait égaliser le prix de toutes les navettes qui prennent des enfants à Aurec pour Aurec. Avant, il y avait des prix différents. C'était plus cher de prendre le transport scolaire à Lermay, au Buisson, au Bray, que de le prendre à Semaine, Gorge de la Loire, ou à Semaine pour aller à Aurec. Donc, on a remis tous ces circuits internes, que ce soit le Sauze, Ouillasse, etc., au même prix de 18,50. Voilà. Il reste le prix pour les élèves qui viennent de Pont-Salomon, circuit un peu plus coûteux, qui est passé à 22,50, il était à 22. Le circuit qui mène à Monistrol, donc ça c'est les lycées de Monistrol, qui est à 22 et qui est un circuit plus que tendu. Il est plein. Voilà. Et puis les tarifs, les demi-tarifs pour les internes, ça c'est qui est de 11 €. Un commentaire plus général, le coût pour l'année 2014-2015 du service, c'était 284 000 € sur la commune d'Aurec, 284 000 €. La participation du conseil général, c'était 222 000 €, soit 80% du coût. Et donc la participation des familles représentait 60 000 €, les 20% restants. C'est-à-dire, dans ce cadre-là, les familles payent 20% du tarif réel du transport en commun. Voilà. Une chose que l'on en évidence également, c'est qu'on explique bien aux parents, on donne les chiffres réels du coût du transport. C'est-à-dire qu'ils ont la fiche que vous avez sous les yeux, enfin, si vous l'avez. Ils connaissent le coût réel d'un transport pour leur enfant et ils voient la participation. Et on a beaucoup moins de soucis. Certaines familles trouvaient que le ramassage scolaire était cher. Aujourd'hui, quand on met les coûts réels, les familles comprennent. Voilà. On essaye chaque fois qu'on le peut de faire cet affichage, c'est-à-dire coût réel, coût payé par les familles. C'est vrai pour la restauration scolaire, c'est vrai que c'est intéressant que les gens connaissent l'écart, parce que cet écart-là, il est souvent conséquent. Les gens ignorent souvent quand ils mettent leur enfant à la crèche, par exemple. Si on leur demandait quel est le coût réel d'un enfant à la crèche, à mon avis, ils seraient très très loin de la réalité. Et souvent, ils pensent que leur participation est une part principale du service, ce qui est rarement le cas sur ce type de service. Il y avait une question. Oui, je ne comprends pas ce que ça veut dire, le numéro, là, comme la première ligne, 12-04. C'est le nom du circuit. C'est le nom du circuit, ils sont numérotés les circuits. Tu as le D'accord, 4 c'est pas combien. Aurec Monistrol, il coûte 22 €. Et Semaine Aurec, en 12-2, il coûte aussi 22 €. Là. Il n'est pas marqué, mais ça va être ce coût. Navette d'approche. Alors, les navettes d'approche sont entièrement remboursées par le conseil départemental. C'est pour ça qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de charge. Il n'y a pas de charge, voilà. C'est zéro, le coût de zéro. Oui. Pour les familles. Oui, pour les familles. Oui. Vous avez déjà répondu à la question, je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris comment sur quoi on se base pour que les prix varient plus, moins comme ça. Sur le... Par circuit? Oui, parce qu'il y en a qui augmentent, il y en a qui descendent. Parce que vous avez des cartes qui sont plus ou moins remplies, donc
les recettes, c'est en fonction du nombre d'enfants dans le cadre. Vous avez dit qu'ils étaient tous remplis. Cette année. Mais ce n'est pas le cas toutes les années. En fait, dans le processus, il y a un appel d'offres qui est initialisé par le département et qui donc demande à la personne qui fait les circuits son coût par circuit. Donc ça, c'est le rapport avec l'entrepreneur. Une fois ce coût fait, il faut derrière faire un coût pour les familles. Il peut y avoir des circuits plus coûteux, y compris, je ne sais pas, parce que le gars qui répond, il met un quart plus important alors qu'il pourrait en mettre un plus petit. Enfin, bon. Et donc après, le département, lui, regarde les moins 10 ans sur l'ensemble du territoire. Et après, ça donne... Alors, c'est vrai que parfois, on pourrait, sur la colonne coût réel, se demander pourquoi certains circuits coûtent beaucoup plus cher que d'autres. Mais c'est la réponse de l'entrepreneur. Et lui, il a estimé comme ça, en fonction de son parc de véhicules, de ses contraintes, de ses chauffeurs, etc. Et après, ce coût, il est lissé par la participation des familles. Hein, c'est-à-dire que le département prend une très grande part, et puis après, il reste la part des familles. Voilà. Alors nous, on essaye de faire peu varier la part des familles. Et pour des questions de visibilité, je leur dis que les circuits de même nature soient au même coût. Voilà. Donc c'est ce qui a été fait, par exemple, pour tous les circuits internes à Aurec. Voilà. Seul qui est plus cher, c'est celui de nos collègues qui viennent de Pont-Salomon. Voilà. Y a-t-il des avis contraires? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Alors, en ce qui concerne le personnel, la première délibération a pour objet d'approuver la création d'un poste d'adjoint technique principal. Et bien sûr, ce poste d'adjoint technique principal première classe est à créer en place et en remplacement d'un poste d'adjoint technique principal deuxième classe. En l'occurrence, c'est une trajectoire de carrière d'un agent, il passe adjoint technique première classe. Donc on supprime le poste d'adjoint technique deuxième classe. Et on crée un poste d'adjoint technique première classe. Oui. Pourquoi aujourd'hui, alors on a marqué le nom de la personne? Bonne question. Parce qu'il y a une erreur et vous ne devriez pas l'avoir. Ah, d'accord. Mais vous avez vu que je ne l'ai pas cité. Non, Non, mais c'était bien marqué, tout le monde a bien vu. Voilà. Après, ouais, moi je vais vous dire, un conseiller municipal, s'il veut savoir le nom de la personne, ça ne nous pose aucun problème. Voilà. Le problème, c'est ça de l'afficher publiquement, il n'y a pas de logique. Bon, donc là-dessus, les avis contraires, les abstentions, merci. Ensuite, on a des postes mutualisés avec la communauté de communes. Je ne sais pas si on en aura de plus en plus, mais c'est des bonnes pratiques, puisque c'est des agents où on peut les employer souvent à temps plein ou quasiment à temps plein, et où en fait les missions se complètent, et donc c'est plus efficace pour nous, parce que nous on aurait besoin parfois que d'eux à temps partiel. Voilà. Donc il y a un premier poste qui est un poste assuré en CAE, qui est un poste lié en ce qui concerne ces tâches, entre autres, à l'entretien des locaux de la maison des associations, et à d'autres tâches estivales et à d'autres tâches pendant l'hiver. Et donc ces agents-là sont partagés entre communes et communautés de communes, mais ces trois agents sont des employés de la communauté de communes. Et nous, on délibère pour prendre la part qui nous revient des missions. Il y a un deuxième poste qui est quelqu'un qui fait de l'accueil en périscolaire d'une part, et qui pour notre compte accompagne les élèves au restaurant scolaire. Et un troisième poste qui est dans la même situation, c'est-à-dire il participe au TAP d'un côté, et en ce qui nous concerne, il assure la surveillance des élèves de la cantine de l'école maternelle. Voilà. Sur ces trois postes, oui. Une question sur les textes, il y a le 3-2, et on saute au 3-5. Le 3-4 et le 3-3, ils sont... Parce qu'il y a trois conventions dans le même paragraphe. Il y a une convention pour un agent, il y a une deuxième convention pour un deuxième agent, et une troisième convention. Donc ça fait 2, 3, 4. C'est une bonne explication, attendez. Je ne l'aurais pas trouvé, mais c'est une bonne explication. Voilà. Donc sur ces trois postes, y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Ensuite, il y a la création d'un contrat CAE. Alors de la même manière, il s'agit de la création d'un contrat CAE en remplacement d'un contrat CAE pour un agent qui nous a quittés
et qui nous a quittés dans de très bonnes conditions, puisqu'il a trouvé un travail ailleurs. Non, c'est celui d'après. Non, c'est celui-là. Non, là-dessus, des avis contraires, des abstentions. Alors, chaque année, le challenge de la rentrée scolaire et de la remise en route de tout ça est un challenge périlleux. Il faut qu'on retrouve tout le monde. Et les TAP, ça se passe, mais c'est pas si simple que ça, parce que l'organisation des TAP se fait sur des temps partiels, pas très longs, et c'est tout l'intérêt d'arriver à mutualiser autre chose, parce que sinon on se retrouve avec des gens qu'on n'emploie que pour 2 heures, 3 heures, 4 heures, ce qui est vraiment ingrat ou très difficile à trouver, par semaine, pas par jour. Ensuite, une convention de formation. Alors une formation à l'hygiène et à la sécurité concernant les services de restauration scolaire. Moi je le dis comme ça, parce que HACCP c'est gentil, mais bon. Voilà. C'est une convention concernant les employés travaillant à la restauration du collège public de la Loire. C'est une convention, c'est des choses qui, dans le cadre de leur travail, leur est dû, on doit les former, et évidemment, on les forme à des choses qui nous sont très directement utiles, à eux aussi d'ailleurs, mais très directement utiles pour le fonctionnement du service. Des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Une convention avec le Centre de gestion de la Haute-Loire. Vous savez que nous, on est déjà adhérents du Centre de gestion de la Haute-Loire pour d'autres chapitres concernant le personnel. Et là, on vous propose une convention qui a un coût de 1 050 € par an, pour 5 jours d'intervention, si on fait intervenir 5 jours, et qui en fait nous permet de disposer d'un conseil en prévention. Il s'agit d'une personne qui vient constater les usages de la collectivité, former, informer, sensibiliser les agents, et constater le niveau de pertinence de tout ce qu'on fait en matière de sécurité et de santé au travail. Et c'est bien, sur cette chose, d'avoir un regard parfois extérieur d'un homme un peu spécialisé, ou d'une femme, de quelqu'un de qualifié. Il y a des avis contraires, des abstentions. Je vous remercie. On doit avoir un petit bout de temps. Alors, comme vous m'y avez autorisé, si vous le voulez bien, on va délibérer sur l'acquisition du terrain qui est au bout des Flèches Rouges, donc qui se situe rue des Allières. Le deuxième plan doit être peut-être plus lisible. Voilà. Donc il s'agit, derrière le bar des sportifs, des 2 maisons qui sont en bordure de route des Allières, et de la parcelle à l'arrière de cette maison, parcelle qui doit faire un peu moins de 1000 m², doit faire autour de 960, je ne l'ai pas sous les yeux, mais elle est autour de 960. 971 m². Voilà. Je vous propose donc de procéder à l'acquisition de cette parcelle pour un montant de 125 000 €. On a démoli les maisons qui sont à côté, on est sur le petit parking qu'on a créé dans la rue des Allières, on est juste à côté. On est en face de la maison que l'architecte des bâtiments de France a trouvé très très beau et qu'il a autorisé. Si vous situez mieux. 3. Oui. Y a-t-il des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Oui, je sens que tu veux t'exprimer. Non, j'attendais les questions diverses. Alors, allons-y. Cette année, sur la commune d'Orec, on a eu quand même pas mal de gens du voyage qui sont restés longtemps et qui sont installés en fait de
Donc, est-ce qu'on ne peut pas faire pour eux un terrain ou un peu plus grand, ou comme ça. Voilà. Alors, la communauté de communes doit, de par la loi, avoir sur son territoire une aire d'accueil des gens du voyage. C'est à elle de remplir ses obligations. Sur ce sujet-là, on peut penser, moi-même, mon prédécesseur, qu'il y a une forte logique à ce que cette aire d'accueil des gens du voyage soit sur Aurec. Parce que dans l'histoire d'Aurec, on a toujours été cette terre de passage, cette terre d'accueil traditionnelle, avec un certain nombre de familles qui d'ailleurs pour certaines se sont pour partie sédentarisées ou complètement sédentarisées et installées à Aurec. Il y a des grandes familles connues qui sont issues de ces familles du voyage et qui d'autres restent dans cette tradition. Ça fait des années qu'on travaille là-dessus. Et je suis personnellement preneur du terrain approprié. J'offre un coup à boire. Je ne précise pas la nature du liquide, mais je suis prêt à aller au-delà de l'eau du robinet, à celui qui me trouve le terrain sur lequel nous pourrions installer beaucoup plus décemment ces gens du voyage. Parce que moi, ce qui me dérange, c'est qu'ils sont chez nous et qu'on ne leur offre même pas un confort minimum sur les lieux où ils sont. Donc, je suis preneur. N'hésitez pas, le premier qui trouve le lieu, il vient me voir. Alors, il faut entre 1000 et 2000 mètres carrés. 2000 mètres carrés, ça serait bien, mais si on a moins, on ferait quelque chose quand même, on serait vachement content. Hein. On serait très, très heureux de le faire. Vraiment très très heureux. Après, je fais un commentaire, si vous voulez. C'est que la commune d'Aurec, on ne peut pas installer une aire d'accueil des gens du voyage en zone inondable. Réglementairement, ça ne le fait pas. On ne peut pas installer une aire d'accueil des gens du voyage en zone inondable. D'ailleurs, on ne peut pas non plus ne pas respecter les règles du PPRI pour n'importe quelle autorisation de n'importe quoi, et puis ça ne relève même pas de l'autorité du maire, ça relève de l'autorité de l'État. Eh bien, en ce qui concerne les aires d'accueil des gens du voyage, moi je trouve que c'est dommage. Parce qu'on fait, quand on discute avec eux, quand on les rencontre, quand on échange, sur Aurec, s'ils viennent, c'est pour être à proximité du fleuve. Et donc, eux, l'endroit où ils veulent se mettre, et où ils souhaiteraient qu'on les installe, c'est à l'endroit où c'est interdit. Et moi, je peux vous dire qu'il n'y a pas un préfet qui est arrivé en Haute-Loire sans que ce soit parmi ses premières visites de venir à Aurec et de venir découvrir les lieux. Parce que je ne comprends pas le raisonnement. Si vous voulez, ces gens-là ont une grande intelligence pour gérer le risque inondation. D'abord, parce que contrairement à d'autres, ils sont mobiles. Ils savent partir. Ils savent partir relativement vite d'un lieu. C'est leur vocation. Ils sont nomades. Ils le savent. Chaque fois qu'on a eu un événement du type crue sur la commune, c'est du bonheur. Vous allez les informer, vous y repassez, mais un quart d'heure après, c'est clair, c'est net, ils sont partis. Ils n'ont aucun problème en ce qui concerne le risque. Quand on sait que le risque, on a plusieurs heures pour nous au rêve, eux, dès qu'ils ont l'information, ils savent quitter les lieux, ils sont organisés, ils sont structurés. Donc, j'arrive pas à comprendre pourquoi on nous interdit de leur donner un peu de confort là où ils sont. Leur donner des toilettes correctes, leur donner... Enfin bon, parce qu'en clair, les lieux où ils sont, c'est les lieux qu'ils ont quelque part choisis. Et imaginez qu'on leur propose d'aller les installer sur les plateaux. Il n'y en aura pas, hein. On peut faire une aire d'accueil des gens du voyage, vide. Il n'y aura jamais personne, c'est pas possible. Quand ils arrivent sur la commune et qu'on doit négocier l'endroit où ils s'arrêtent, eux, ils savent où ils veulent s'arrêter. Et le premier truc, c'est Port-Noir. Après, ils veulent bien discuter un peu plus en amont, un peu plus en aval, là, pas là, mais bon. Donc, il y a quelque chose d'assez insolite à Aurec, c'est que pour arriver à leur donner satisfaction, puis c'est quand même l'objectif, pour ceux qui sont réellement encore nomades et pas semi-sédentaires ou sédentarisés,
il faudrait pouvoir leur offrir un terrain de bordure. Et on nous l'interdit. Voilà. Après, pour ceux qui sont sédentarisés, on essaye de les aider pour le reste de la famille quand ils veulent se poser, à trouver des terrains, à trouver. Souvent, ils ne construisent pas tout de suite la maison comme nous. Ils préfèrent construire qu'une partie du local et garder leur caravane à côté, etc. Mais avouez que, pour ma part, moi j'ai que de très bons rapports avec les gens du voyage. On a peu de soucis avec eux. Donc, mon bureau est ouvert. Le jour où vous avez trouvé le terrain, vous me le donnez. Le terrain qui aurait l'accord du préfet. Après, et réfléchissez bien, la commune c'est compliqué. Hein. Pas les mettre trop loin du centre, pas les mettre en zone inondable, pas les mettre. Plus rien. C'est compliqué. On aura peut-être à le réévoquer, hein, parce que. Je sais pas, mais la Marie Gargovitch, elle doit faire partie des très vieux Orécois. Non? Sur plusieurs générations. Inscrit sur les listes électorales, je crois. Et elle aimerait bien pouvoir se poser à un endroit. Et elle a du mal. Voilà, ça répond. Je serais ouvert pour vous donner des idées sur les terrains. Ah, mais alors là. Une autre question, monsieur le maire, connexe. Est-ce que vous seriez prêt à accueillir des migrants, des réfugiés, ou des migrants qui deviennent réfugiés sur la commune? C'est une question compliquée, parce que vous avez dit beaucoup de choses au début, je n'ai pas tout saisi. Parce que beaucoup de migrants deviennent des réfugiés par le truchement de la désinformation médiatique. On nous explique que beaucoup de gens qui viennent pour des raisons économiques sont en réalité là pour des raisons politiques. Donc, ce que j'aimerais savoir, que ce soit des réfugiés ou des migrants, parce qu'on prend position quand on utilise un terme ou un autre, que ce soit des réfugiés ou des migrants, est-ce que vous seriez prêts à accueillir ces gens-là sur la commune? Alors, je n'ai pas bien compris votre question, donc je vais y répondre. Joël. Oui. Comment t'es là pour... Par mon grand-père qui est parti de Pologne et qui est passé en France. Et Louisa? Je ne pense pas qu'il soit parti pour la même raison. Louisa, comment t'es là? Je suis là parce que mon père est venu en France en 1950 pour travailler. Pour des raisons qui n'ont pas. On peut continuer l'exercice parce que je pense qu'on est autour de la table à peu près. Moi, mon épouse, je crois que j'ai pu l'épouser parce qu'au moment de la guerre de 40, il y a des gens qui sont descendus de Hollande comme ça, puis qui sont venus dans la vallée de Nordel. C'est pas votre question. La question n'est absolument pas à ce niveau-là. On a tous des origines étrangères. Vous aussi? Tout le monde, je sais pas. Alors ça va bien, italien, espagnol, ça pose aucun problème. La question que je vous pose, il s'agit d'un fait d'actualité, il s'agit de migrants syriens. On est là dans une thématique nationale. Beaucoup de maires sont pris à partie par le gouvernement, par Sauvage, pour éventuellement participer à l'accueil de ces personnes. Est-ce que vous souhaitez le faire ou pas? Moi, je suis profondément attentif. Alors, ma réponse ne vous satisfait pas. Alors, non, je vais la compléter. Ah non, c'est pas de langue de bois. C'est vous qui pratiquez. C'est vous qui pratiquez une dialectique très connue du Front National, puisque votre thèse, elle a été exposée par Marine Le Pen, et que Marine Le Pen, elle a exprimé que des thèses de haine. Donc, si vous me demandez si je partage l'ostracisme, la peur d'étrangers, toute l'expression de Marine Le Pen, je ne la partage pas si c'est votre question. Mais c'est pas celle-ci votre question. Mais justement, il ne faut pas faire une question parce que vous avez l'art de simplifier les choses. C'est comme dans certaines commissions où vous participez. Je ne sais pas ce qu'est votre participation. C'est un silence. Donc vous restez une huître, on ne sait pas ce que vous avez, à l'intérieur vous-même, hein, et vous vous permettez après de faire des réflexions sur l'expression des autres. Dans le prochain flash info, ah oui, que vous êtes un affreux populiste, ils le sont très vite. Que vous êtes vulgaire, de l'insulte, que vous êtes vulgaire et de l'insulte, et que vous permettez de reprendre des expressions des autres en les sortant de leur contexte. Bien sûr. Alors, mais je continue toujours. Mais si, je veux continuer à répondre à votre question. Bien sûr, on a vécu en France des grandes périodes d'exode. Vous en pensez quoi?
Quand les Allemands étaient chez nous, vous en pensez quoi? Vous pensez quoi des Français qui étaient sur les routes? Vous pensez quoi de l'histoire des Juifs? Voir des justes sur le champ de Vous faites des comparaisons qui sont délirantes, monsieur le maire. Délirantes. Ah, mais oui. On peut pas mélanger ce genre d'éléments, c'est pas possible. Excusez-moi, ça n'a strictement rien à voir. Donc je vous pose la question. Mais attendez, vous ne parlez pas de familles syriennes qui fuient les bombes qu'on fois. a fait fuir parce que nos gouvernants, vous les avez fait fuir responsables. Quand je dis on, je parle de nos responsables politiques, ni de vous, ni de moi. Oui, il y a quand même des raisons politiques à tout ça, monsieur le maire. Voilà. Oui, M. Sarkozy. En attendant, pour le moment, il y a des familles comme vous et moi qui prennent des bombes sur la figure en vivant dans des pays. Et qui ont tendance à vouloir éviter les bombes. On est d'accord là-dessus, il n'y aura pas un seul élu dans cette assemblée qui se trouvera favorable. Parlez pas pour les autres, parlez pour vous-même. Parce que vous savez souvent. Je ne crois pas que ce soit une évidence. Il n'y a rien d'évident. Vous seriez prêt à accueillir Bruno? Alors, vous me demandez quoi? À titre personnel, Claudia? En tant que maire. Ah, en tant que maire. Parce qu'à titre personnel, je peux vous répondre. La réponse à titre personnel, c'est oui. C'est déjà fait. Ma vie, elle est tournée vers les autres. Je me suis investi là-dedans. J'ai jamais eu peur des autres. J'ai plus peur de vous que de l'étranger. C'est pas une question. Vous me demandez à moi personnellement, là vous avez une réponse de Claudial. Parce que vu mes convictions et ce que je suis depuis toujours, je pense que c'est même me faire injure que poser la question à Claudial. Voilà. Vous pourriez la poser à mon épouse, vous auriez une réponse encore plus tonique. Puisque c'est le fondement un peu de notre vie. Par contre, vous questionnez le maire d'Orec. Donc le maire d'Orec, M. Chénet, il représente une liste majoritaire et une équipe. Il a une responsabilité sur 6000 Orécois. Et donc avant d'ouvrir sa gueule, il réfléchit. Et donc le maire d'Orec, il serait assez fier si cette commune se posait réellement la question de sa capacité d'accueil. Que ce soit dans ces circonstances ou dans d'autres. Et il en serait très satisfait. Et comme il ne réfléchit pas tout seul, il essaye de réfléchir avec d'autres. Vous savez, j'ai croisé quelqu'un. J'ai croisé, je crois, hier ou avant-hier, quelqu'un qui s'appelle Jo Valentin. Ah, lui, il a une commande claire. Il a un patron. Je crois qu'il s'appelle François, son patron. Pas Hollande, hein, le grand. Bon. Et son patron lui a dit une paroisse, au moins une famille. Donc Jo Valentin, il a aussi des neurones, il réfléchit à ce qu'est la communauté de sa paroisse, la communauté oracoise. Et moi, vous savez, je réfléchis aussi. Et donc, avant que vous me posiez la question, je me la suis posée à moi-même. Et ma réponse à moi, elle est claire. Et puis après, en tant que maire, je la pose déjà depuis des jours et des jours à peu près tous les gens qui sont autour de la table. Ça les renvoie, quoi que vous en disiez, ça les renvoie à leur propre histoire. Aux circonstances de la vie qui ont fait qu'ils ont eu parfois à quitter un lieu, à quitter un pays, à aller ailleurs. Et à la manière dont ils ont pu être accueillis à des moments divers. Vous savez, au moment de la... L'un de mes grands-pères était d'origine italienne. Je ne vais pas vous attaquer sur ce plan-là. Au moment de la guerre d'Algérie, il y a des gens qui sont rentrés en France, quand tout ça a été terminé, qui ont quitté un pays sans en avoir la volonté et qui ont dû être accueillis dans un autre. Rien n'est facile dans ce que vous décrivez. Par contre, moi je ne fais pas, personnellement, pour vous répondre, un débat politique, et je trouve qu'il n'y a aucune dignité à en faire un débat partisan et politique. La réalité, elle est tout autre. La réalité, elle est éventuellement d'une famille qui, quelque part, a fui sous les bombes. Et alors là, on va se dire, attendez, il faut bien regarder, ils ont fui sous les bombes. Est-ce qu'ils ont vraiment fui sous les bombes? Est-ce que c'est des migrants économiques? Est-ce qu'ils viennent envahir notre pays pour prendre notre travail? Est-ce qu'ils ont choisi de truquer les choses? Est-ce que c'est des hommes, des femmes? Est-ce qu'il y a des enfants? Comment on va les juger? Comment on va faire? Est-ce qu'ils sont chrétiens? Ou alors, est-ce qu'ils ne seraient pas chrétiens? C'est pas le genre de question que je me pose. Je ne raisonne pas en termes de religion, d'origine, de couleur de peau. Nickel. C'est la différence avec les racistes dont vous parliez tout à l'heure. Je ne me place pas dans cette catégorie. Ce que je vous dis simplement, c'est comment est-on le plus généreux? Est-ce qu'on est généreux en vouant ces personnes à la misère chez nous, au ghetto, à la situation des banlieues qu'on connaît à l'heure actuelle? Ou est-ce qu'on est plus généreux en faisant du co-développement, en les aidant à bien vivre chez nous? Voilà. La question peut se poser. Ça, c'est un débat national. Moi, personnellement, quand on est
journaliste, comme vous avez la prétention de là-dessus, je peux vous répondre. on peut raisonner sous cette Là-dessus, je peux vous répondre. La réponse est très facile, mais elle n'est pas dans la crise actuelle. La réponse, elle est simple. Il faut que les gens se développent chez eux. C'est le centre de l'action que moi je mène depuis aussi 20 ans ou 30 ans dans d'autres associations, c'est de permettre à chacun de se développer en harmonie dans son pays. On est d'accord. Mais c'est pas de ça dont on parle aujourd'hui. Malheureusement, vous êtes en problème si on faisait plus de développement plutôt que de faire. Alors après, vous voyez, ce débat, il me semble très très intéressant. Il me semble être celui de la communauté aurécoise. Et c'est dans son ensemble à la communauté aurécoise de quelque part s'émouvoir et d'après aller au-delà de l'émotion et de se poser la question de sa capacité à accueillir. Et si la communauté aurécoise se pose, je me ferai un plaisir d'accompagner la communauté aurécoise. Je ne suis pas là pour donner des leçons aux gens qui, dans notre commune, tous les jours, y compris au sein du CCAS, consacrent des heures de la vie à l'aide des autres. Ni à les juger comme vous le faites. Ah, je ne les juge pas. Oh, bon, c'est moi simplement, je dis aux gens est-ce qu'il serait possible de savoir, notre collègue Chenet, la géométrie variable qui représente pas le FN, j'ai entendu que M. Chenet ne représentait pas le FN. Je suis conseiller municipal. Je ne suis pas là en tant que responsable politique. C'est très bien. J'ai bien laissé parler M. Chenet, je ne l'ai jamais interrompu. Alors ne défendez pas les propos. Il faut absolument qu'il interrompe absolument. Alors je continuerai dans ma question pour nous faire avancer, puisqu'il a été très insistant. Et oui, M. Chenet, il a fait les gens ici. La réponse. Je sais pas, je sais pas chez lui, je sais pas où il habite. Mais vous êtes très gentil de répondre. Vous êtes très gentil de me poser la question et je vous réponds. Ma réponse est non. Voilà. Je ne les accueillerai pas. Si j'étais maire de la commune de Rec, je n'accueillerais pas de réfugiés. Eh bien, heureusement que vous n'êtes pas maire de la commune de Rec, parce que tout ce qui est maire d'une communauté, et au-delà de votre opinion personnelle, vous devriez tenir compte de l'expression de l'ensemble des Guilani, les Garbovich, enfin tous ceux qui ont trouvé. Eh bien, posez la question aux personnes. Il n'accueillerait pas. Merci. Qui ne représente pas le Front National. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Et ne déformez pas mes propos. Je représente. Je ne déforme pas vos propos, M. Chenet. Vous ne représentez pas le Front National, vous l'avez dit. Je ne suis pas le représentant d'un parti ici, je suis un élu comme vous. Je n'êtes pas le représentant du Parti Socialiste, que je sache. Est-ce que vous êtes le représentant du Parti Socialiste? Je vous ai dit que j'ai entendu qu'on ne représentait pas le Front National. Pas dans cette assemblée. Vous l'avez un élu. Je suis un élu. Alors, je remercie M. Chenet pour sa question, parce que je pense que c'est une question de conscience, très difficile, où il est beaucoup plus facile d'être celui du côté qui ne fait rien, mais je ne dis pas ça pour vous, je dis ça en général, mais malheureusement, on va y être confronté à cette question. Et pour ma part, je n'entends pas y répondre seul et sur mes convictions personnelles. Donc je pense que cette docte assemblée, chacun va réfléchir en conscience à la fois à ce qu'il est et à ce qu'il peut souhaiter. Et puis surtout, il faut que nous soyons dans les jours à venir particulièrement attentifs aux gens qui sont autour de nous à Rec. Parce que je ne suis pas sûr que le politique, fût-il moi-même, M. Chenet, est le plus pertinent pour décider de ce qu'il faut faire dans cette affaire. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Et quand on parle justement d'accueil de personnes, moi je pense que ce n'est pas au maire d'accueillir des personnes, c'est à l'ensemble d'une communauté, et c'est son droit de s'exprimer autour de ça. Il y a toujours eu des gens accueillis, et heureusement qu'à l'époque des Justes, on a demandé ni à Claude Vial, ni à M. Chenet, ni à Laurent Wauquiez, ni à François Hollande, ni à Sarkozy, s'il fallait en France accueillir des juifs et des enfants juifs dans les familles. Heureusement que la société civile reste plus puissante que cette affaire de choses magiques où on voudrait que ce soit les élus qui s'expriment et qui aient raison. Ils sont très embêtés, les élus. Les seuls qui ne sont pas embêtés pour s'exprimer, c'est ceux qui ont des positions intolérantes. Parce que tous les autres sont très embêtés pour s'exprimer sur ce sujet, parce qu'ils sont confrontés à des vraies personnes. Ils ne sont pas confrontés simplement à des théories extrémistes. Bon. Donc, on a la question,
C'est une vraie question et on aura à y répondre dans les semaines à venir. Et je pense qu'on aura d'autant plus à y répondre que si j'ai croisé Jo Valentin, c'est parce que d'autres communautés se posent ce type de questions, sans penser avoir la réponse non plus tout seul. Et j'ai quand même croisé un certain nombre d'Orécois, et j'entends bien les craintes. Mais j'entends aussi beaucoup ceux qui souhaitent faire des gestes personnels de générosité, et donc on est aux confins de tout ça. C'est pas une question simple. Je vois pas pourquoi je répondrais par oui ou par non. Sauf si vous posez la question à Claude Vial. Mais Claude Vial, il mène ses propres actions personnelles, il n'est pas que maire dans la vie. Et ses engagements, il sait les tenir d'autres manières. Je crois, c'est de savoir comment on est le plus efficacement généreux. Parce qu'être généreux, on est tous d'accord autour de cette table pour l'être. Reste à savoir s'il est vraiment généreux d'accueillir ces personnes dans ces conditions. Demandez-le à tous ceux qui ont été accueillis en France pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Certains ont réussi à s'intégrer. Combien? La plupart, autour de cette table, la plupart. Combien n'ont pas réussi à le faire? Vous avez autour de cette table l'exemple vivant de gens de provenance de diverses origines. Je ne veux pas continuer parce que autour de table serait formidable. On pourrait demander à Maria, on pourrait demander à d'autres. Et visiblement, les problèmes d'intégration, ils sont pas autour de cette table. L'intégration est impossible. Je dis simplement que dans certaines conditions, on la facilite pas. Oui. Surtout en période de crise. Je vous propose de lever la séance sur cette dernier échange.